Bonsoir. C'est bon, j'ai arrêté, je ne saute plus, c'est bon. Dans un monde où depuis 2 ans, on n'arrête pas de débattre à cause des tensions géopolitiques et économiques, on n'arrête pas de débattre sur notre capacité d'être indépendant d'un point de vue numérique et de défense et cybersécurité, je l'ai compris il y a 3 heures qu'apparemment je suis quelqu'un dans l'action. Donc moi, ce soir, je voudrais vous proposer de passer à l'action. Action, choix, décision. C'est à nous, voire c'est à vous, de choisir où vous mettez vos données, où vous signez vos contrats en toute confiance. C'est à nous, organisations, de mettre en honneur les talents nationaux et européens, parce que nous avons la chance d'avoir à Ready for Haiti depuis un bon moment, Société Fidèle et un Keynote aussi, une société championne en Europe, une société française, souveraine, je sais, vous n'aimez pas le mot, mais là, ça tombe bien. Une société qui n'a pas arrêté d'investir dans l'IA, justement, pour en faire une force. Une société qui a réussi à élargir son scope au point de signer des partenariats clés internationaux comme celui avec l'OTAN. On doit les écouter, on doit faire des choses avec. C'est à vous de passer à l'action. Et je vous demande d'accueillir chaleureusement Benoît Grunewald, qui est l'expert cyber et expert aussi des affaires publiques d'EZ. Merci Maria pour cette présentation. Bonsoir à tous. Je ne vais pas vous parler d'intelligence artificielle ce soir, bien qu'elle soit énormément dans les médias pour des bonnes raisons. Elle nous permet d'avancer plus vite, elle permet aux attaquants d'avancer plus vite aussi, elle permet de trouver beaucoup de vulnérabilités selon certainement le meilleur coup marketing de l'année fait par Anthropic et le modèle Mythos. Ce soir, on va parler d'attaquants qui ne faiblissent pas, parce que si l'IA est dans l'actualité, eux n'ont pas cessé de nous cibler et de vous cibler. Vous avez ici une classification standard que vous connaissez. Je ne vais pas la passer en détail. Ce qui est intéressant, c'est que les outils, les TTP de ces différents groupes d'attaquants se mutualisent et recherchent surtout 3 éléments. Le premier, c'est moins de bruit, plus de précipitation et plus de furtivité préparatoire. Alors, ces acteurs n'ont pas les mêmes objectifs. Pour autant, la lecture en famille reste utile, mais elle ne suffit plus. Les TTP circulent, elles se mutualisent, les chaînes d'attaque sont également hybrides et la défense doit donc s'adapter avec plus de connaissances, plus de cyber threat intelligence, plus de maîtrise de ce qui va se passer dans la kill chain. Et pour cela, je vous propose de faire le zoom sur 2 catégories d'attaquants. La première est cette catégorie qui est alignée avec les intérêts des États. Et je vous propose de faire un zoom en particulier sur des attaquants qui remontent énormément dans notre télémétrie, qui occupent beaucoup nos chercheurs, parce que leur activité cyber est par nature silencieuse, furtive. La première caractéristique de cette menace alignée avec les intérêts chinois, la slide passe toute seule, je vous la remets. La première caractéristique de cette menace qui est alignée avec les intérêts chinois, c'est qu'elle suit les intérêts du pays, les intérêts suprêmes. Au début, cette menace était plutôt centrée sur ses rivaux principaux en Asie, géographiquement. Et cette menace s'est déployée au travers de l'Europe et au travers du monde. On l'a vu intervenir notamment au Venezuela, en Amérique du Sud, mais également en Afrique. Et on le voit ici en Europe. Nous allons zoomer sur une campagne qui a été menée par un groupe d'attaquants qui s'appelle WebWorm, et qui est intéressant, non pas pour son activité propre, mais parce que la notion de furtivité qu'il introduit dans la campagne que l'on va voir est une notion qui est partagée par l'écosystème des APT liés à la Chine.
La première étape de cette campagne concerne des cibles gouvernementales et la temporalité de l'attaque est également intéressante parce qu'on voit qu'ils ont pris leur temps, qu'ils ont préparé et qu'ils ont essayé d'être le plus discret possible dans cette campagne. Il y a pour autant un élément qui est intéressant, c'est qu'ils ont réalisé une erreur au niveau de la sécurisation de leur infra, ce qui nous a permis non pas uniquement de faire des analyses de logiciels malveillants et de leur TTP basique, mais bien de pouvoir remonter jusqu'à la profondeur nécessaire pour comprendre l'opération dans le détail. Le premier élément qui nous a permis cela, c'est de pouvoir remonter jusqu'au C2, au centre de command and control, qui a été mis en place par ces attaquants et qui a une particularité, c'est qu'il est basé sur Discord. Ils ont utilisé l'API Discord pour piloter, récupérer les informations depuis les postes des victimes et les faire passer via un trafic légitime qu'est Discord. Et sur ce serveur Discord, nous avons réussi à déchiffrer plus de 400 messages. Et ces messages nous ont donné des informations sur la manière dont l'opération a été conduite, mais également sa temporalité. On voit par exemple que les opérations qui ont été menées correspondent à une certaine time zone, et cette time zone est alignée avec celle de la Chine. On voit aussi que c'est assez structuré parce que chaque victime possède son canal dédié dans Telegram et qu'à partir de là, les attaquants vont pouvoir véritablement travailler de manière sereine et savoir les éléments précis qu'ils vont récupérer sur chacune de ces machines. Ce que ça nous amène à penser, c'est cet objectif de furtivité et cette banalisation du C2. À partir du moment où vous avez un CNC qui n'est pas une adresse IP soit générique, soit extraite d'un serveur qui a été piraté et qui va remonter facilement dans de la télémétrie, il est beaucoup plus compliqué de venir bloquer des trafics légitimes comme celui de Discord. Deuxième backdoor que l'on a analysé, notamment en se basant sur ces messages et en permettant nous-mêmes de pivoter dans leur infrastructure, c'est une backdoor qui, cette fois, utilise Graph API de Microsoft. Donc on est à un niveau supérieur, parce que l'API Graph de Microsoft permet de piloter des tenants 365. Alors ici, particulièrement, on a vu que c'était OneDrive qui a été utilisé. Encore une fois, chaque victime a son dossier qui est créé, qui lui est spécifique, et comme toutes les backdoors, on va avoir des commandes qui vont être à la fois envoyées, des éléments qui vont être récupérés suite à ces commandes. Quelque chose d'assez classique par rapport à la première commande, on est aussi et quand même sur un niveau un petit peu plus élevé en termes de complicité et de technicité. Ces deux techniques utilisent le cloud, utilisent des moyens classiques qui normalement passent en dessous des radars des SOC et ou de la supervision d'une manière générale. Mais ils vont aller encore plus loin, et c'est ce que l'on a encore une fois réussi à décoder dans leur message, c'est qu'ils vont utiliser deux stockages en ligne. Le premier, c'est GitHub, et le deuxième, c'est S3 d'Amazon. Alors le GitHub, c'est assez simple, ils ont fait un fork d'une application très connue, WordPress, et dans quelques sous-dossiers de ce fork, ils sont allés cacher des éléments qui leur ont permis de stocker leurs différentes payloads, notamment les fameuses backdoors, mais pas que, parce qu'ils s'en sont servis pour mettre à jour d'autres composants, et en particulier des proxys ou des VPN. L'autre élément commun utilisé, c'est S3, dans lequel le stockage est certainement plus facile et plus disponible. Et dans ce stockage, ils ont fait monter des snapshots des différentes machines qui les intéressaient. Ils ont également mis des éléments qui leur permettaient de mieux comprendre l'infrastructure qu'ils attaquaient. Et ils ont aussi réalisé un partage de documents entre eux pour savoir où ils en étaient de l'opération. Ce qui, encore une fois, nous a donné un grand nombre d'éléments sur cette attaque. Je vous le disais, des proxys, des VPN ont été utilisés et déployés dans cette campagne. Et c'est quelque chose qui est commun au groupe aligné avec les intérêts chinois, commun à cet écosystème. Les VPN sont utiles pour cacher, bien entendu, les tenants et les aboutissants des communications, de pouvoir les tunneler et pouvoir masquer quel est le trafic qui y circule. Les proxys, eux, vont servir à fragmenter cette communication. Parfois même, les proxys étaient installés au sein des systèmes d'information qui ont été visés. Et cette
cet objectif est encore une fois celui de normaliser, de cacher, d'apporter de la furtivité à leurs différents trafics. Ce que l'on constate dans l'écosystème des APT chinois, ce n'est pas un travail isolé, c'est une participation entre les différents modes opératoires. Il va y avoir une mutualisation à la fois des accès initiaux, des outils tels que Softether, le VPN dont on parlait juste avant, mais également des proxys. Et cette mutualisation amène une sorte de brouillage des pistes qui, en termes de défense, ne va pas forcément dans notre sens, parce que lorsque l'on cherche à la fois à se protéger, mais également lorsque l'on cherche à définir qui et comment on nous attaque, eh bien, cette connaissance de la menace va nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement dans la phase de réponse. Autre élément, et qui a notamment été mis en avant par le leak Aisun. Aisun, c'est donc une société, il y a quelques années, qui a fait l'objet d'une fuite de données. Et c'est un contracteur, un sous-traitant, une société privée basée en Chine, à qui on donne des contrats pour aller mener des opérations d'offensive numérique. Et cette société, lorsque les documents ont fuité, on a pu les analyser, la communauté des défenseurs les a analysés, et ça nous a permis à la fois de remettre des informations et de relier entre différents petits points et des suspicions que l'on pouvait avoir, mais également on a appris beaucoup de choses sur l'organisation de ces groupes d'attaquants. La première chose, c'est que ils ne sont donc pas isolés, ils partagent des ressources. Certains groupes d'attaquants peuvent aussi avoir des employés qui, la nuit, n'étant pas satisfaits des relations contractuelles qu'ils ont avec leur société, vont pouvoir travailler en freelance ou en mercenaire, et que leur niveau technique est assez élevé, malgré les quelques erreurs que l'on peut constater. Ces attaquants, comme les autres, ont un objectif de furtivité, comme je le disais, et c'est le cas aussi pour d'autres groupes d'attaquants qui, eux, sont attirés par l'appât du gain. Je pense bien entendu aux groupes de rançongiciels. Et ces groupes ont une logique qui est assez similaire dans la mutualisation des ressources, mais également dans l'accompagnement qu'ils vont pouvoir mener auprès de leurs affiliés. Ils vont partager à la fois des briques d'accès initiaux, des outils qui vont permettre de réaliser et d'avancer sur la kill chain, mais également des outils de type formation et accompagnement. Deux types de groupes de rançongiciels se retrouvent dans cet écosystème. Le premier, c'est un groupe intégré qui offre une solution entre guillemets clé en main à ses affiliés. Il va fonctionner avec un système d'adhésion, avec un système de commission, souvent attractive. Il va fournir un outillage et parfois même du support ou de la formation. Ce qui amène une montée en compétences et une montée en échelle, souvent très rapide, de par l'industrialisation des attaques qu'ils permettent à leurs affiliés. Ces attaquants ne vont pas forcément devenir des experts. Par contre, ils vont récupérer des capacités offensives qui, s'ils dépassent leur propre capacité technique, va leur permettre d'attaquer un très grand nombre de cibles avec une chance de réussite assez supérieure à ce qu'ils feraient s'ils étaient tout seuls. Côté défense, ça nous amène, nous, à réfléchir sur une notion de marché et de mutualisation, et non pas juste d'acteurs qui seraient uniques, individuels, même si ce sont des groupes avec différents niveaux. C'est là, encore une fois, où la Cyber Threat Intelligence va nous aider en allant observer ce que font ces groupes, à la fois en étudiant leurs tactiques, techniques et procédures, et puis en essayant de les infiltrer sur des forums de type Breach Forum. Et de l'autre côté, vous avez l'apparition, ou en tout cas la confirmation que certains groupes, eux, vont fonctionner de manière fermée, c'est-à-dire non pas en tant que race, ransomware as a service, mais bien entre groupes structurés et opérant pour son propre compte. Ces acteurs de la menace, en tout cas si on prend le cas de Warlock, démontrent bien souvent des capacités techniques assez importantes. Et ils vont intégrer toute la chaîne d'outillage, d'accès initial, pour pouvoir réaliser leurs opérations de manière fermée, en cercle fermé. Le groupe Warlock, par exemple, a tout à fait su saisir l'opportunité de mise à jour de patch pour repérer quelles sont les vulnérabilités qui sont disponibles et ou en train d'être patchées,
On les a vus également travailler sur des vulnérabilités liées à Toolshell et ou à WSUS en ce qui concerne les mises à jour. Pour Warlock en particulier, on peut se dire que leur site de data leak, sur lequel ils affichent les victimes, est assez peu peuplé. Donc on peut se dire que leur efficacité finalement n'est pas si forte que cela. Pour autant, ce que l'on voit dans la télémétrie, notamment de nos solutions et puis de la CTI, c'est qu'ils ont énormément d'impact sur les sociétés dans la nature. Donc il faut parfois raison garder entre ce qu'il y a sur les data leak sites, notamment parce que parfois il y a des fausses annonces, et puis aussi certaines annonces n'y sont pas, et pourtant les sociétés, les organisations se font tamponner. Dans cet écosystème, si on résume les RAS, qu'ils soient à la fois avec des affiliés ou plutôt autonomes, on voit une spécialisation des tâches. La conséquence opérationnelle pour nous, pour vous, est assez déterminante parce qu'elle implique la disparition d'un maillon faible. En effet, quand on avait un opérateur isolé ou un groupe isolé qui ne maîtrisait pas l'intégralité de la chaîne d'attaque, il pouvait commettre des erreurs. Et c'est ces erreurs qui pouvaient pour nous se transformer non pas forcément uniquement en signaux faibles, mais également en signaux forts. Et cette modification, cette spécialisation des attaquants va faire que chacun va prendre une spécialité, va la mener jusqu'au bout et finalement, que ce soit pour l'accès initial ou d'autres outils, va devenir le meilleur dans sa catégorie. Et c'est le cas notamment pour un outil que je vous propose d'aller voir un plus en détail, qui est l'EDR Killer. Et c'est encore une fois un outil qui vise la furtivité, la discrétion de l'attaque. Un EDR Killer, comme son nom l'indique, c'est un outil qui va permettre de tuer des processus d'EDR, pour une simple et bonne raison, c'est que les processus de chiffrement, le chiffreur, est une opération qui fait beaucoup de bruit en termes de signal remontant dans les SOC ou dans la supervision. Pour autant, il est difficile de mettre à jour le chiffreur régulièrement pour que celui-ci passe en dessous des radars. Parce que dans le chiffrement, il y a une opération sur un grand nombre de fichiers, d'une part, et aussi le chiffrement doit être efficace. Même si on a affaire à des cybercriminels, ça fait partie du contrat. Si vous souhaitez payer la rançon, il faut que vous puissiez retrouver vos données. Et si le chiffreur n'est pas de qualité, eh bien, vous ne retrouvez pas vos données. Donc, le groupe cybercriminel ne remplit pas ses objectifs et va perdre sa réputation et ne verra plus de rançon arriver. Et la deuxième chose, on va dire que c'est presque une bonne nouvelle, c'est que depuis des années, nous faisons la promotion, les entreprises, les organisations adoptent des EDR, et ces EDR sont utiles, fonctionnent à tel point qu'ils doivent être désactivés pour que les cybercriminels puissent faire leur travail. Les chiffreurs sont, quant à eux, également fournis par les groupes de rançongiciel as a service. Ils sont inclus dans cette offre tout en un qui est mise à leur disposition. On va passer maintenant à la définition et rentrer plus dans l'EDR, notamment parce que dans l'EDR Killer, notamment parce qu'il existe plusieurs typologies de ces EDR Killers. Les premières, en termes de maturité, sont développées en propre. Certainement, ceux qui sont parmi les plus efficaces, il y a bien des équipes de développeurs qui sont concentrés sur ce développement. Ils vont, pourquoi pas, faire l'acquisition de logiciels EDR légitimes pour pouvoir les tester. Et ils vont aller jusqu'au bout de leur développement avec des capacités techniques assez intéressantes. La deuxième catégorie est basée plutôt sur des proof of concept que l'on peut trouver sur des GitHub ou sur d'autres dépôts. Bien souvent, ce sont soit des cybercriminels eux-mêmes qui produisent ces EDR killers, pas forcément d'une excellente qualité, mais il y a également des chercheurs qui, pour travail de la communauté, vont montrer que certains EDR sont faillibles à leurs EDR killers. La plupart du temps, ils ne mettent pas forcément l'intégralité du code, mais quand on est un cybercriminel, on peut s'en accaparer et puis aller le modifier pour faire en sorte de le rendre efficace. Et la troisième mise à disposition des EDR killers concerne des malware as a service, c'est-à-dire des éditeurs de logiciels malveillants qui sont spécialisés dans cette
dans cette catégorie de logiciels. Et ces EDR killers sont eux aussi extrêmement performants, extrêmement innovants, et vont faire en sorte d'être vendus, alors avec ou sans ransomware as a service, mais vont permettre de réaliser ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire désactiver un maximum d'EDR. Il y a une autre facette sur laquelle on peut voir ces EDR killers, c'est leur fonctionnement interne, la façon dont ils vont arriver à leur fin. Donc là, on a mené une étude sur à peu près 90 EDR killers, et on a classé ça en différentes catégories. La catégorie à la fois la plus simple et la plus bruyante, celle qui fonctionne le moins, on en a trouvé 7. Ce sont les scripts, des scripts qui vont du côté userland essayer d'aller désactiver différents process. Ça ne fonctionne pas super bien, c'est assez bruyant, on arrive assez facilement à les détecter et à les bloquer. Le deuxième modèle, c'est un modèle qui va utiliser des ressources légitimes. Sur les 90, on en a trouvé 15. La plupart du temps, ils vont utiliser comme outil légitime des anti-rootkits. L'avantage de l'anti-rootkit, c'est qu'il a déjà accès au noyau, donc on va le convaincre d'exécuter une commande, d'aller tuer et ou modifier des processus, notamment ceux des solutions de sécurité. La technicité est déjà un petit peu plus complexe, mais ça reste quand même un élément assez bruyant. Et puis il y a deux catégories qui sont les catégories reines, celle du Bring Your Own Vulnerable Driver. Donc là, on va prendre un driver légitime, signé, mais vulnérable. Et une autre catégorie qui est celle de l'EDR Silencer, l'EDR Freezer, dans laquelle on va rentrer en détail juste après. Le Bring Your Own Vulnerable Driver est donc la catégorie dominante. On en a trouvé 54 sur les 90. C'est une technologie qui fonctionne bien quand elle est bien opérée par les cybercriminels. On sait qu'il y a beaucoup de drivers obsolètes et vulnérables, notamment il y a eu une période où les outils de signature officielle avaient été corrompus et des drivers ont pu être signés en masse, à peu près 2000. Ce qui fait qu'on peut se dire que les cybercriminels ont l'embarras du choix en termes de drivers. Quoi qu'il en soit, dans l'étude que l'on a menée, c'est assez surprenant, seulement 35 drivers vulnérables étaient utilisés et testés pour venir réaliser cette opération de kill de process. Cette technologie de kill de process n'est pas forcément nouvelle, parce que du temps où on n'avait pas les EDR, on avait juste le PP, les cybercriminels essayaient déjà de désactiver l'antivirus à l'époque. Et ça devait forcément, en fonction des conditions opérationnelles dans lesquelles le poste de travail ou le device se trouvait, ça devait forcément remonter au sein de la console d'administration et déjà à l'époque allumer des alertes. C'est le cas forcément aujourd'hui quand on kill un process d'EDR, celui-ci disparaît, on peut en avoir 1, 2, 3. Donc là, à partir de là, on doit déjà avoir des signaux d'alerte qui se mettent en lumière rouge dans les SOC et ou dans la supervision. Et pour pallier à cette problématique, toujours gagner en furtivité, les éditeurs de ces logiciels malveillants se sont dit « je ne vais pas toucher à l'agent local, je vais plutôt le firewaller et éviter que ces communications, notamment celles qui indiquent qu'il y a une attaque en cours, n'arrivent jusqu'à la console d'administration ». Et c'est là où ils se sont dit, on va créer un EDR silencer. Celui-ci va permettre de couper les communications réseau, parfois sur le poste et même avec des outils légitimes. Donc cette évolution est intéressante parce qu'on remarque à quel point ils sont encore et toujours en avance et en train d'innover, de chercher des nouvelles solutions pour pouvoir mener à bien leurs opérations. J'avais dit que je ne vous parlerai pas d'intelligence artificielle. Ce n'est pas tout à fait vrai. On va quand même faire un léger détour vers l'usage de l'IA par ces groupes d'attaquants, notamment, encore une fois, Warlock, qui est certainement celui qui est le plus évolué techniquement que l'on voit en ce moment. Et Warlock utilise l'intelligence artificielle, notamment pour coder ses EDR killers. Je dois vous avouer qu'en ce qui concerne l'usage de l'IA dans les logiciels malveillants, à ce jour, c'est presque pour nous une aubaine parce qu'il y a des patterns, il y a des signatures qui font que l'on arrive à les repérer assez facilement. Si on prend tous les logiciels malveillants en dehors des EDR killers qui circulent aujourd'hui, la plupart sont repérables très facilement.
Alors, je ne parle pas des agents où on va donner des tâches et réaliser l'ensemble de la kill chain, mais en tout cas sur les logiciels malveillants, on les repère assez facilement. On voit qu'il y a ces patterns, ces signatures qui sont assez caractéristiques, notamment le boilerplate AI, donc c'est l'idée de faire des essais différents, la try and error loop aussi, une boucle qui va tester différents composants pour voir lesquels sont vulnérables, une sorte de brute force, et ça forcément, ça fait du bruit. Ce que l'on peut amener comme conclusion à ces deux études, à ces deux comportements qui visent la discrétion, c'est que bien entendu la défense en profondeur reste un élément essentiel de la protection. On va faire en sorte qu'on puisse détecter les différentes étapes, mieux vaut prévenir que guérir, et notamment dans le cas de l'EDR killer, à partir du moment où l'attaquant charge le driver vulnérable, on est à un moment qui est déjà très tard dans la kill chain et il s'apprête à lancer son chiffrement, donc la détection préventive est bien sûr appréciée pour éviter d'arriver à cette extrémité. On se dit aussi que pour pouvoir faire en sorte que des budgets augmentent et soient en adéquation avec ce que l'on va devoir rajouter comme couche de défense en profondeur, la sensibilisation, mais également les exercices, la simulation, et à ce moment-là, bien entendu, il faut impliquer les métiers parce que ce sont eux qui vont driver, bien souvent être moteurs en termes d'augmentation de budget parce que c'est eux que l'on protège in fine, ce sont eux notre sponsor. Alors pour ça, je laisserai mes camarades à la fois de cybermalveillance et d'Uclusif qui maîtrisent ces sujets et qui peuvent aller en profondeur dessus. Mais cet aspect de sensibilisation et de discussion avec les métiers d'accompagnement est pour nous essentiel. Et dernier point de ces recommandations, c'est à la fois la cyber threat intelligence, la connaissance des différentes attaques, méthodes, tactiques, techniques et procédures, de la supervision, 24/7, 365 jours par an. Alors ça, en fonction, il n'y a pas de réponse universelle, c'est en fonction de chacun, en fonction de ses ressources. Quand on sait que pour un 24/7, il faut au minimum 3 ETP, qu'il va falloir les former, qu'il va falloir avoir une structure aussi pour accueillir tous les logs et toutes les informations, eh bien, on va devoir réfléchir peut-être soit à l'internalisation, soit à l'externalisation, soit à une phase intermédiaire qui peut être la mutualisation. Et puis, le dernier, c'est l'IA quand même, parce que quand on sait que les analystes SOC sont parmi ceux qui font le plus de burn-out dans les métiers de la cyber, eh bien, amener une intelligence artificielle pour pouvoir les décharger d'un certain nombre de tâches, de détection de signaux forts et ou de signaux faibles, eh bien, va permettre d'aller beaucoup plus loin. Et cette combinaison à la fois de supervision, de cyber threat intelligence et d'intelligence artificielle va se retrouver sur l'intégralité du scope que l'on va suivre, Windows, Mac, Linux, mais également Android, et puis sur d'autres verticales que sont bien entendu les endpoints, mais toutes les ressources cloud que l'on peut avoir, à la fois des outils de collaboration tels que SharePoint, Google Workspace, mais également Microsoft 365, comme on l'a vu dans le premier détail des attaques. Si ces recherches vous ont intéressé, que vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à les consulter. Ils sont disponibles en accès libre sur notre blog. C'est une petite partie de ce que produit notre Cyber Threat Intelligence parce qu'elle est aussi disponible sous forme de flux, sous forme de rapports privés. Et dans ces rapports, on va bien entendu ajouter des éléments que l'on ne souhaite pas partager avec les attaquants, ce qui leur permettrait malheureusement de savoir comment on les a détectés et de pouvoir mieux nous connaître. Donc on préfère les connaître plutôt qu'ils ne nous connaissent. Merci beaucoup.